Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Nouvelle attaque en République démocratique du Congo attribuée aux forces démocratiques alliées ADF. Elle aurait fait au moins 14 morts. Présidentielle en Gambie, le parti politique de l'ancien président Yaya Jammeh annonce une alliance avec celui du président Adama Barrow à 3 mois du scrutin. Et puis l'aide humanitaire de plus en plus accessible au Tigré, plus d'une centaine de camions sont arrivés dans la région ces derniers jours. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Goodluck Jonathan, le médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans la crise politique malienne, est à Bamako. Une visite pour évaluer les progrès vers un retour des civils au pouvoir après 2 coups d'État. Les précisions. L'État traverse une période de transition qui aboutira à l'élection d'une nouvelle équipe, d'un nouveau président et d'autres personnes. Une équipe de la CEDEAO continuera à venir de temps en temps. Nous ne voulons pas attendre qu'il y ait des problèmes. Nous ne voulons pas attendre qu'il y ait une crise pour nous précipiter à Bamako. Il n'y a donc pas de problème majeur, mais juste un suivi de notre conversation avec le gouvernement. Je le disais en titre, une attaque attribuée au groupe armé ADF, Forces démocratiques alliées, a été perpétrée en Ituri, au nord-est de la RDC. Une source locale parle d'au moins 14 morts. L'attaque a eu lieu dans les collines de Sani, Tsani et Mapasana, à la limite avec le Nord Kivu, dans la chefferie de Walesevonkutu, a précisé Dieudonné Malangaï, un responsable de la société civile de cette collectivité. Selon les informations qu'il tient de témoignages de rescapés, les rebelles ADF sont arrivés le matin et ont commis leurs exactions toute la journée. Il y a 14 corps de civils décapités, comptés par des rescapés. Ce chiffre est encore provisoire, a-t-il ajouté, affirmant que la présence de rebelles avait été signalée vendredi, mais qu'il n'y a eu aucune action des militaires. Il n'avait pas été possible, samedi soir, d'obtenir confirmation d'autres sources de cette attaque et de son bilan. Les ADF, à l'origine des rebelles musulmans ougandais, sont maintenant présentés par l'organisation djihadiste État islamique comme sa branche en Afrique centrale. Ils sont considérés comme le plus meurtrier des groupes armés qui sévissent dans l'est de la RDC, accusés de massacres de civils ayant fait au moins 6 000 morts depuis 2013, selon un bilan de l'épiscopat congolais. L'Ituri et le Nord Kivu sont placés depuis le 6 mai en état de siège, mesures exceptionnelles censées mettre un terme aux activités des ADF et de multiples autres groupes qui terrorisent les populations. En Gambie, le parti politique de l'ancien président Yaya Jammeh a annoncé ce dimanche une alliance avec le parti au pouvoir. Cette alliance intervient à 3 mois du scrutin présidentiel. Fabakary Tom Bongjata, le secrétaire général du parti APRC, le parti de l'ancien président Yaya Jammeh, a expliqué lors d'une conférence de presse à Banjul que sa formation avait conclu un accord avec le Parti national des peuples du président Adama Barrow. Le dit accord vise à le soutenir à la présidentielle du 4 décembre prochain. Fabakary Tom Bongjata n'a toutefois pas donné plus de détails sur les conditions de l'accord avec le NPP. Notre objectif est que l'ancien président Jammeh revienne dans ce pays de manière pacifique et dans la dignité, a-t-il toutefois déclaré, laissant ainsi entendre qu'un retour d'exil de l'ex-dictateur en cas de réélection du président Barrow était une des clauses de l'accord. Selon les médias locaux, les associations de défense des droits de l'homme ont qualifié cette alliance de trahison
et se sont interrogés sur la volonté du gouvernement de poursuivre Yahya Jammeh. Une commission d'enquête sur les crimes commis sous sa présidence doit remettre en septembre ses conclusions au président Barrow. Ce dernier a d'ailleurs fait savoir de longue date qu'il attendrait les recommandations de la commission pour éventuellement réclamer les poursuites judiciaires contre son prédécesseur. Le procureur général de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation, Issa Fall, a annoncé fin août sa candidature à l'élection présidentielle du 4 décembre prochain. L'aide humanitaire de plus en plus accessible au Tigré. Plus d'une centaine de camions sont arrivés dans la région déjà ces derniers jours et d'autres sont en attente selon l'Organisation des Nations Unies. Reportage. Plus de 150 camions d'aide humanitaire sont parvenus ces 2 derniers jours dans la région éthiopienne du Tigré, où, selon l'ONU, des millions de personnes sont menacées de famine, ont annoncé samedi les autorités éthiopiennes. Jeudi, le coordinateur humanitaire par intérim de l'ONU en Éthiopie avait dénoncé un blocus de facto de l'aide humanitaire vers le Tigré qui va encore aggraver la crise en cours dans cette région théâtre d'un conflit armé depuis 10 mois. Et vendredi, l'Union africaine avait appelé le gouvernement éthiopien à faire davantage pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire au Tigré et garantir que la population ne meure pas de faim. Depuis une semaine, les autorités éthiopiennes ont déployé des efforts pour mieux coordonner et faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire vers le Tigré, a indiqué samedi le ministère éthiopien de la Paix. Dans son communiqué publié sur Twitter, le ministère assure qu'environ 500 camions sont parvenus au Tigré depuis une semaine, dont 152 ces 2 derniers jours, et que le nombre de points de contrôle avait été réduit de 7 à 2. En novembre 2020, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale au Tigré pour destituer les autorités régionales issues du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, en réponse, selon lui, à des attaques contre des camps militaires fédéraux orchestrés par le TPLF qui défiait depuis plusieurs mois son autorité. Le prix Nobel de la paix 2019 avait annoncé une victoire rapide, mais le conflit s'est enlisé et les troupes du TPLF ont repris depuis fin juin l'essentiel du Tigré. Le conflit a en outre débordé depuis vers les régions voisines d'Afar et d'Amara, plongeant le nord de l'Éthiopie dans une grave crise humanitaire. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma, incarcéré depuis le 8 juillet dernier pour outrage à la justice, s'est vu accorder une remise en liberté conditionnelle pour raison médicale. C'est ce qu'ont annoncé ce dimanche les autorités pénitentiaires sud-africaines. Âgé de 79 ans, Zuma est hospitalisé pour des raisons non dévoilées. Depuis le 6 août, hors de la prison où il purge une peine de 15 mois d'emprisonnement pour avoir obstinément refusé de comparaître devant une commission d'enquête sur la corruption d'État sous sa présidence. Le département des services pénitentiaires est en mesure de confirmer que Jacob Zuma a été placé en liberté conditionnelle pour raison médicale, selon un communiqué. Il pourra rentrer chez lui à sa sortie de l'hôpital, a précisé un responsable pénitentiaire. Cette liberté conditionnelle a pris effet ce dimanche et Jacob Zuma purgera le reste de sa peine hors de prison, mais pourra avoir à effectuer des travaux d'intérêt général à sa sortie de l'hôpital. Cette mesure de liberté conditionnelle a été prise sur la base d'un rapport médical reçu par les services pénitentiaires selon le communiqué. M. Zuma a subi le 14 août une opération chirurgicale dont la nature n'a pas été précisée et reste hospitalisé dans l'immédiat. Autre information, en France, l'ancien ministre socialiste a annoncé ce week-end sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. L'annonce a été faite depuis sa ville natale de Clamecy, dans la Nièvre. Reportage. C'était attendu et c'est chose faite. L'ancien ministre de l'économie, Arnaud Montebourg, sera bel et bien de la course à la présidentielle de 2022. Une aventure placée sous le slogan « La remontada de la France ». Je suis venu proposer à nos compatriotes un projet à partager et réaliser ensemble. Un projet qui ressemble à un désir profond, qu'on croit inatteignable, mais que par notre effort nous pouvons parfaitement concrétiser. La remontada de la France. En 5 ans, 2022, 2027, remonter ensemble la France, nous le pouvons, au forceps, en se retroussant les manches. Ensemble, nous en avons les ressources, le génie et la force. Et c'est pour cette tâche difficile mais magnifique,
audacieuse mais nécessaire. Et pour cette tâche seulement, que j'ai décidé de présenter aujourd'hui aux Françaises et aux Français ma candidature à la présidence de la République. Sa candidature vient ainsi s'ajouter à de nombreux autres à gauche. À la différence des autres, pas de primaire pour Arnaud Montebourg. Il évoluera en candidat indépendant. Et puis l'ONU est très préoccupée par la situation en Afghanistan. Afin de parvenir à accroître l'aide humanitaire dans le pays, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, projette pour le 13 septembre à Genève une réunion qui se tiendra entre États membres. Les précisions à travers ce reportage. L'agenda de l'ONU pour l'Afghanistan a été rendu public par le porte-parole de l'institution onusienne. Stéphane Dujarric rapporte que la conférence du 13 septembre plaidera essentiellement pour une augmentation rapide en matière de financement afin que les opérations humanitaires qui sauvent d'ores et déjà des vies puissent se poursuivre. L'Afghanistan fait face à une catastrophe humanitaire imminente, révèle-t-il, en raison d'un conflit prolongé, d'une grave sécheresse et de la pandémie de Covid-19. Selon les derniers chiffres rendus publics, la moitié des 38 millions d'habitants ont besoin d'aide humanitaire et plus de la moitié des enfants âgés de moins de 5 ans souffriront de la faim dans l'année à venir, alertent les Nations Unies. Des vols humanitaires onusiens ont repris récemment vers le nord et le sud de l'Afghanistan, avait indiqué Dujarric en disant espérer qu'ils pourront être intensifiés prochainement. Opérés par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, ils ont permis à 160 organisations humanitaires de poursuivre leurs activités vitales dans les provinces afghanes. En croit Stéphane Dujarric, entre 2002 et 2021, des vols onusiens ont desservi plus de 20 destinations en Afghanistan et l'objectif est de revenir vers une telle amplitude dès que la sécurité et le financement des opérations seront assurés convenablement. C'est ici que se referme cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV.